Salut, moi c'est Moira. Moi, c'est Alicia, et ensemble, on est les Vulgaires. Pour notre vidéo aujourd'hui, on va faire la partie 2 des ingrédients des vaccins. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu notre vidéo avec Jessie, je vous recommande fortement d'aller la voir, c'est vraiment drôle. C'est bien drôle de faire des raps là, pour dédramatiser les ingrédients, mais mon répertoire a quand même des limites, puis s'il y a plein de nouveaux vaccins qui arrivent sur le marché, ben je vais être à court de chansons. Aussi, depuis que 88% des gens ont dit que j'étais la vraie rap god, j'ai vraiment trop de pression, je peux pas recommencer ça une deuxième fois. Fait à la place, pour cette vidéo, on s'est dit qu'on vous donnerait des trucs pour que vous ayez plus besoin de nous. Ça paraît-tu qu'on est vraiment pas bonne en marketing? Pour que vous développiez vos propres réflexes puis que vous posiez les bonnes questions quand vous voyez une liste d'ingrédients qui fait peut-être peur. Puis tu sais, ces trucs-là sont valables, oui, pour les vaccins, mais aussi pour des produits dans les maquillages, des produits de skincare, la bouffe. Donc, c'est vraiment des trucs qui valent la peine d'être mis en place. Donc, on vous présente les trucs, puis on les utilise pour parler des ingrédients dans les vaccins de AstraZeneca et Johnson & Johnson. C'est parti! Pour commencer, je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre un vaccin à ARNM et un vaccin à vecteur viral. Quand un vaccin est basé sur la technologie de vecteur viral, ça veut dire qu'il va utiliser un autre virus que le virus pour lequel on veut être vacciné comme vecteur. Donc, le virus vecteur, ça va être un virus qui n'est pas capable de causer une maladie chez l'humain, qui n'est pas du tout dangereux pour l'humain. Généralement, ça va être un virus qui provient d'un autre animal qu'on va utiliser puis qu'on va adapter un petit peu pour l'utiliser comme vecteur. Puis quand je dis un virus autre, c'est pas genre l'Ebola, c'est des petits virus pas trop dangereux déjà chez l'autre animal, mais qui en plus, leur machinerie va pas être super adaptée à l'humain, donc il n'y a absolument aucune chance de se faire infecter par ces virus-là. Donc, ce vecteur viral-là, on va lui donner un petit bout de code génétique de SARS-CoV-2, donc celui dans le cas présent pour produire la fameuse spike protein dont on parle tout le temps. Puis, il va nous amener ce petit bout de code génétique-là pour que nous, on soit capable de construire la spike protein. Si je reprends mon analogie de notre autre vidéo sur les ingrédients des vaccins, le virus, il transporte une page du livre de recettes, puis il va l'amener dans nos cellules pour que nous, on la traduise et qu'on cuisine notre protéine avec cette page de livre de recettes-là. Puis, une fois qu'il nous a donné cette page-là, ben il s'en va. Là. C'est un peu comme un livreur Amazon Prime. Donc, il vient, il fait sa job, il repart, il s'invite pas à souper, là, c'est ciao bye. Donc, le vecteur viral ne nous rend pas malade, il n'intègre pas notre génome et il n'altère pas notre génome. Le premier truc qu'on veut vous partager, qui est en fait pas vraiment un truc, mais qui est plus comme un secret parmi les scientifiques, c'est que les scientifiques ont tous le même fétiche, c'est de créer des abréviations bâtardes. Les scientifiques, c'est des gens très spécialisés qui sont habitués de jaser avec d'autres personnes très spécialisées qui sont passionnées par un même sujet très, très pointu. Donc, pour aller plus vite, puis au lieu de faire des expressions vraiment longues, ben, ils font des abréviations, puis eux, ils voient pas de problème avec ça. Je pense qu'on a tous déjà été victimes des abréviations qu'on comprend pas. Exemple, tu vas chez le médecin, puis c'est comme « Ouais, on va te faire passer un taco », t'es comme « Olé! Ça se mange-tu, tu sais? » Puis sinon, peut-être un exemple plus pertinent à la COVID, les fameux PCR. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire PCR? Les scientifiques, on le sait, mais on voit ça passer dans le journal, ça a l'air bien exotique, puis finalement, tu sais, c'est juste 3 mots. Puis finalement, mon abréviation préférée que je vais pas dire, je vais donner le nom complet, et je pense que vous allez pouvoir deviner par vous-même c'est quoi l'abréviation, c'est Proton Enhanced Nuclear Induction Spectroscopy. Get it? Puis d'ailleurs, mini parenthèse, quand tu es un bébé étudiant gradué qui commence à la maîtrise puis que tu vas à ton premier congrès scientifique, c'est vraiment le pire sentiment parce que tu rentres là, il y a plein de vieilles personnes qui se parlent en abréviation puis toi, t'es comme... Tu comprends pas un esti de mot qui se passe. Donc, je comprends vraiment le sentiment des abréviations épeurantes. Mais derrière chaque abréviation se trouve une explication plus claire pour le commun des mortels. Pour vous donner un exemple, le vaccin AstraZeneca, le vecteur qu'on retrouve à l'intérieur, le vecteur viral, on l'appelle ChAdOx1S. Et le nom complet de cette abréviation, ça veut dire Chimpanzee Adenovirus Oxford 1 Spike. Donc chimpanzee parce que c'est un vecteur qui a été adapté d'un virus de type adénovirus qu'on avait retrouvé à la base dans un chimpanzé. AD pour adénovirus. Oxford parce que c'est le partenaire du fabricant AstraZeneca, donc
ils ont rajouté leur nom dedans. Puis S pour spike protein, donc ce vecteur-là nous permet de développer des anticorps contre la spike protein du coronavirus, puis c'est pas plus compliqué que ça. Un autre exemple d'ingrédient dans le vaccin, ou aussi dans celui d'AstraZeneca, c'est le DTA. EDTA, ça veut dire éthylène diamine tétraacétique. C'est un nom long pour parler d'une molécule qui sert tout simplement d'agent stabilisant, donc à stabiliser le vaccin. Le vecteur viral, c'est une molécule très précieuse, donc on va être sûr qu'il soit dans des conditions confortables. J'ajouterais que le DTA, c'est utilisé pour protéger une autre substance très précieuse, les pois chiches. Donc, si vous achetez des légumineuses en canne, il va souvent avoir un DTA dans la liste des ingrédients parce que c'est utilisé comme agent de conservation. Qu'est-ce qui est le plus précieux? Est-ce que c'est le vecteur viral ou les pois chiches? Fait qu'au nom de tous les scientifiques, je m'excuse que vous soyez victimes de nos fétiches, mais au final, il faut juste se souvenir qu'il y a souvent une explication plus claire quand on s'attarde à chacune des lettres de l'abréviation, qu'est-ce qu'elle veut dire. Un autre truc pour interpréter une liste d'ingrédients avec des mots un peu weird, un peu obscurs, c'est de garder en tête que risque égale dose fois exposition. Pour avoir un risque, pour évaluer à quel point ce risque-là est important, il faut considérer la dose du danger et l'exposition qu'on a à ce danger-là. Donc, je vais prendre un exemple qui est tiré de la série sur les cosmétiques de Cynthia Dulude et la chimie cosmétique. Donc, allez voir ça si ça vous intéresse. Donc, on vole un peu son exemple, mais on l'accrédite au moins. On considère un lion en cage. Donc, le lion, c'est le danger. Le danger peut être plus grand, par exemple, si le lion a vraiment faim, ou il peut être plus petit. Donc, si c'est un bébé lion qui est beaucoup trop cute pour être dangereux, clairement. Mais il y a également l'exposition qui est à considérer. Donc, si par exemple le lion est en cage, le danger est vraiment moins grand, mais si le lion il est lousse, le danger augmente. Donc, si je ramène ça à un autre exemple qui est très concret, mais qui n'a pas rapport avec les vaccins qu'on présente, donc il n'y a pas l'ingrédient dont je vais vous parler dans ces vaccins-là. Il existe une toxine qui s'appelle la toxine botulique. C'est la toxine la plus dangereuse au monde. La dose nécessaire pour tuer un humain est infiniment petite. Pourtant, on se l'injecte volontairement dans le corps. Je dis on, moi j'en ai pas eu, mais plusieurs personnes probablement que vous connaissez en ont déjà eu. Si je reprends le mot toxine botulique, Botox. Ouais, donc le Botox, en fait, c'est la toxine la plus dangereuse au monde, puis on se l'injecte volontairement, puis même qu'on paye vraiment cher pour ça. L'injection va être faite dans des conditions vraiment contrôlées, ça va être une petite dose qui a été vérifiée. On n'en reçoit pas à tous les jours du Botox, donc il y a une période qui a été prédéterminée pour assurer la sécurité des personnes qui en reçoivent. Donc, on comprend qu'il y a un gros effort qui a été fait pour pouvoir utiliser les propriétés intéressantes de cette toxine-là de façon sécuritaire. Donc, même si on lit qu'un ingrédient contenu dans un vaccin pourrait avoir des dangers pour la santé humaine, il faut considérer qu'un vaccin, c'est vraiment pas un très gros volume de liquide ou d'aucun des ingrédients qui est contenu dedans. Puis que, justement, on n'en reçoit pas à tous les jours, pas plusieurs fois par jour. Il faut remettre ces risques-là en contexte. Maintenant, je vais donner un exemple qui est bel et bien présent dans les vaccins à vecteur viral. C'est l'éthanol qui est présent à la fois dans le vaccin AstraZeneca et dans le vaccin de Johnson & Johnson. Donc, le mot éthanol vous dit sûrement quelque chose. C'est tout simplement de l'alcool éthylique, donc l'alcool qu'on boit généralement si vous avez plus que 18 ans. Il y a de l'éthanol dans les vaccins. Est-ce que c'est pour ça que vaccin, ça se dit shot en anglais? Non, il y a vraiment une toute petite quantité d'éthanol dans les vaccins. La concentration d'éthanol dans un vaccin, je vais lire le chiffre parce que je suis pas capable de retenir combien de zéros il y a. 0,005% de concentration d'éthanol dans le vaccin. On se rappelle qu'une bière, généralement, c'est 5%. Puis, le volume qui va être présent, ça va être de 0,5 ml. Ça, c'est le volume total du vaccin. Tandis qu'une pinte de bière, ça va être à peu près 500 ml. La concentration de l'éthanol dans le vaccin va être 1000 fois moins grande et le volume du vaccin versus une pinte de bière est 1000 fois moins grand. Donc, c'est vraiment négligeable, sincèrement, comme quantité d'alcool. Pourquoi il y a de l'éthanol dans le vaccin? C'est simplement pour empêcher la dégradation du vecteur viral. C'était vraiment un bon exemple, Ali. Pour continuer un peu sur le risque qui est égal au danger, il faut l'exposition. Mais pour parler plus de l'exposition, cette fois-ci, il y a un ingrédient qui est présent dans les vaccins qui fait beaucoup parler de lui, c'est le polysorbate 80. Il y a des gens qui ont des opinions très fortes sur le polysorbate puis qui pensent que c'est Satan. Mais comme d'habitude, il faut faire la part des choses. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il y a du polysorbate dans les vaccins? C'est pour empêcher que le vecteur viral il colle à la fiole en vitre qui contient le vaccin. Donc, s'il n'y avait pas de polysorbate, il y aurait comme plein de résidus de vaccin qui resteraient dans la fiole puis qui ne se rendraient pas dans chaque dose administrée. Puis, tu sais, c'est tellement précieux, là, tout ce liquide-là qu'on veut avoir toutes ces composantes dans les quantités qui ont été calculées. C'est un peu comme quand tu achètes une chandelle qui coûte genre 30$ puis que, tu sais, le petit fond, là,
t'arrives pas à l'utiliser parce que ça rend comme le dessous trop chaud, mais tu veux pas le perdre parce que ça t'a coûté cher. L'inquiétude avec le polysorbate, c'est qu'il y a certaines personnes qui disent que c'est lié au cancer du côlon. Vraiment inquiétant de lire ça. Mais en fait, c'est des conclusions qui ont été tirées à partir d'études qui ont été faites chez la souris. Puis le polysorbate, dans ces études-là, avait été injecté par voie orale. Donc, les souris devaient boire ou manger le polysorbate. Puis c'était des doses beaucoup plus grandes qui étaient administrées pendant plusieurs semaines, comme plusieurs jours pendant plusieurs semaines. Donc, si on compare avec le vaccin, que c'est une mini-dose, puis le vaccin, on se rappelle, là, c'est pas par voie orale, c'est injecté dans le muscle. Le danger, là, il n'est pas là pour les vaccins du tout. Puis ça se compare juste pas. Puis justement, ça m'amène au prochain truc dont on voulait vous parler. C'est de faire attention aux études qui ont été faites chez la souris ou dans des cellules humaines ou en pétri. Puis après ça, d'extrapoler à qu'est-ce que ça fait vraiment pour l'humain. Des fois, on voit les bleuets curent le cancer. Puis après, tu lis l'article, c'est comme « Ah, dans la souris. » C'est bien le fun, c'est peut-être prometteur, mais il ne faut pas sauter aux conclusions. Donc, encore une fois, dans l'exemple du polysorbate, c'est un exemple parfait de dose, d'exposition et du fait que ça a été étudié principalement chez la souris. C'est maintenant la partie controversée de notre vidéo. Je pense que mes profs du secondaire qui vont m'entendre dire ça vont être vraiment offensés, mais je suis prête à faire ma confession. Wikipédia, c'est incroyable. Wikipédia, c'est votre ami. Wikipédia, c'est une bonne source d'information quand on ne connaît pas un sujet. Je dis pas de le citer dans vos rapports de lab. Je dis pas que lire un article sur Wikipédia, ça fait de vous un expert dans le sujet. Ce que je veux dire, c'est que quand on connaît pas un sujet, généralement, Wikipédia, ça va être une vraiment bonne façon de s'y introduire. Puis, entre autres, en lisant un article Wikipédia, on va pouvoir acquérir le vocabulaire nécessaire pour faire d'autres recherches plus poussées sur le sujet qui nous intéresse. Puis, on va également pouvoir voir quelles références ont été utilisées par les auteurs de la page, puis consulter ces références-là. Dans le vaccin J&J, on retrouve du 2-hydroxypropyl bêta-cyclodextrine, aussi appelé le H-bêta-CD, qui est une molécule que je connaissais pas du tout et que j'ai appris c'était quoi sur Wikipédia. J'ai pu voir que c'était utilisé dans plusieurs médicaments pour délivrer l'ingrédient actif dans les tissus du corps humain. Dans un vaccin, ça aide à augmenter la stabilité du vecteur viral dans l'eau et ça va l'empêcher de faire des genres de motons, comme quand on fait une vinaigrette et que l'huile et le vinaigre ne veulent pas se mélanger. Une autre utilité de Wikipédia dans l'interprétation des listes d'ingrédients dans un vaccin, c'est que ça va permettre de connaître le nom usuel des molécules qui sont dans le vaccin. Par exemple, chlorure de sodium égale sel. Puis finalement, le dernier truc qu'on veut partager avec vous, celui qui est selon moi le plus important en temps de pandémie et de désinformation massive, c'est de faire attention au sensationnalisme et de toujours prôner la nuance. Pour vous donner un exemple, les fabricants du vaccin Johnson & Johnson ont indiqué dans la liste des ingrédients que le vaccin peut contenir des traces d'ADN ou de protéines de cellules hôtes. Et là, le mot-clé ici, c'est traces, et c'est pour ça qu'il faut nuancer ce qu'on lit. Les fabricants ont besoin d'obtenir une énorme quantité de vecteurs viraux pour préparer toutes les doses de vaccin. Donc, pour faire ça, ils doivent utiliser des cellules hôtes pour permettre aux vecteurs de se multiplier. Les fabricants utilisent donc des cellules humaines pour produire massivement le vecteur viral, puis ensuite utilisent des techniques de purification pour bien séparer le vecteur viral des cellules humaines pour qu'à la fin, dans le vaccin, on retrouve seulement le vecteur viral. Les fabricants ils sont obligés de dire que les vaccins peuvent contenir des traces d'ADN ou de protéines de cellules hôtes parce que les machines qu'ils utilisent pour vérifier que tout le vaccin est bien pur n'arrivent pas à garantir une absence totale d'ADN ou de protéines. C'est comme si on mettait un grain de sable sur nos balances à la maison. Bien, la balance, elle dirait 0, mais en fait, le grain de sable, il ne pèse pas 0. C'est juste que le grain de sable est tellement pas assez pesant que ça va en dessous de la limite de détection de l'appareil. C'est la même chose pour les machines qui détectent l'ADN ou les protéines. S'il n'y en a pas assez, bien, ça va aller en dessous de la limite de détection. Fait qu'en gros, dans la liste des ingrédients, on voit qu'il peut y avoir des traces d'ADN ou de protéines de cellules hôtes, mais c'est des quantités minimes potentiellement présentes, on se rappelle. Puis tu sais, c'est dans l'ordre du nanogramme, puis un nanogramme, là, c'est 1/1000 de gramme, donc c'est des quantités très, 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 très petites. Ça fait le tour pour les ingrédients des vaccins J&J et AstraZeneca. Même s'il y a une grosse différence dans la technologie employée pour les vaccins à ARNM puis les vaccins à vecteur viral, la liste des ingrédients a quand même des grosses similarités dans le sens que les deux ils servent à avoir notre ingrédient actif, donc dans ce cas-ci le vecteur viral, puis avoir tous les ingrédients qui vont servir à chouchouter le vecteur viral pour qu'il puisse
faire sa job comme il faut. On espère que les trucs qu'on vous a donnés dans la vidéo vont vous servir à mieux analyser la liste d'ingrédients de différents produits, puis également que ça va vous aider à mieux comprendre le principe des vecteurs viraux. Un gros merci au Fonds de recherche du Québec d'avoir financé notre projet et de l'avoir rendu possible, et également un gros merci à vous d'avoir écouté notre vidéo. Si vous avez aimé ça, laissez-nous un like, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, suivez notre page Instagram. On vous prépare plein d'autres belles choses qui s'en viennent très bientôt. Et donc, on vous dit À la prochaine!